faut dire que le religieux n'est pas vraiment parti. Et donc ça, c'est souvent une idée préconçue que vont avoir beaucoup de gens qui vivent dans des pays qui sont très sécularisés ou laïques. Et le fait est que on a l'impression, et c'est pas qu'une impression, c'est mieux qu'une perception, un fait, qu'il y a un recul des pratiques religieuses et un recul de la croyance. Mais en fait, quand on vit dans ce genre de pays, comme par exemple la France, la République tchèque, ou somme toute même d'ailleurs l'ensemble des pays européens, eh bien, on vit dans un cadre qui est exceptionnel par rapport au reste du monde. Et la plupart des spécialistes du fait religieux, José Casanova en tout premier lieu, vont être dans les premiers à souligner que ce religieux n'a pas disparu, qu'il a toujours été présent, c'est juste qu'on y a fait moins attention. Donc quand on parle de retour du religieux, si on veut dire oui, ça sera plutôt un retour du religieux au niveau de l'importance qu'il prendra dans la focalisation des élites intellectuelles. Où là, oui, effectivement, et de manière tout à fait notable, on peut voir surgir de nouvelles générations d'analystes, de professeurs, d'experts qui vont prendre en considération le religieux dans l'analyse d'une crise, d'un conflit ou même tout simplement de la description d'une population ou d'un pays. Et si on regarde les dernières évaluations du Pew Research Center, qui est un des grands centres de recherche américains sur le fait religieux notamment, eh bien on peut voir qu'on estime que les populations religieuses vont grandissantes, alors que les populations qui ne se reconnaissent pas dans une religion vont en fait rester plutôt stable, et cette stabilité fait avec une population qui grandit que eh bien, la pourcentage de gens à religieux, sans religion particulière ou athées, va plutôt en diminuant. Et on estime que vers 2050, on sera plutôt autour de 12,5% de la population mondiale, ce qui est notable, une personne sur 6, mais certainement pas la majorité, qui seront à religieuses et qui ne se reconnaîtront pas dans la religion. Ce qu'on peut dire malgré tout, c'est que si la religion revient et qu'elle est beaucoup plus visible aujourd'hui que ce qu'elle était précédemment, c'est lié souvent à deux facteurs. Un premier facteur qui est la question d'un déficit idéologique par rapport aux grandes idéologies que l'on retrouve au niveau mondial, avec les oppositions très classiques entre démocratie libérale et souvent capitaliste, et puis démocratie ou pas, socialiste et communiste, et leur opposition centrale. Ça a eu tendance à diminuer, voire dans certains cas disparaître, et les éléments identitaires que sont les religieux sont revenus de manière très franche et de manière beaucoup plus forte qu'auparavant. Le deuxième point va être la question justement de la sécularisation, car si le religieux donc est vraiment quelque chose de très partagé au niveau mondial aujourd'hui, on ne peut pas non plus nier une sécularisation réelle des sociétés. Et cette sécularisation entraîne à partir de ce moment-là une remise en cause des systèmes religieux traditionnels sur lesquels les gens ne se formalisaient que fort peu parce qu'ils n'avaient ni à les défendre ni à les porter. C'est un état de fait finalement l'eau de l'aquarium dans lequel le poisson nage. On ne se pose pas de questions particulières dessus. Et donc là, il va y avoir des réactions qui vont être des réactions de radicalisation. Si on regarde par exemple juste de l'autre côté de la Méditerranée, que ce soit au Maroc, en Tunisie ou en Algérie, qui souvent sont chers au cœur des Français, on peut voir que ces populations tunisiennes, marocaines ou algériennes se sécularisent, même si elles n'abandonnent pas leur religion. Et cette sécularisation entraîne derrière une radicalisation qui est presque simultanée, si vous voulez. Et donc à partir de ce moment-là, corrélation ou causalité, on voit en tout cas un religieux apparaître de manière plus forte. Et il est particulièrement notable de constater par exemple dans la société tunisienne, qui va être considérée comme la plus sécularisée des trois sociétés maghrébines, au niveau du petit Maghreb, que c'est aussi celle qui va avoir les groupes les plus radicaux. Alors on peut parler après derrière de l'encadrement de l'État, on peut parler de beaucoup de choses, mais il va y avoir malgré tout cet élément-là. C'est un des effets que l'on peut évaluer par rapport à l'aspect qu'est la mondialisation.
la mondialisation entraîne une perte de référents qui est une perte de référents communs. Somme toute, quand on regarde, régulièrement aujourd'hui, l'aspect national n'apparaît plus autant de manière flagrante que ce qu'il pouvait l'être. Et les référents que nous avons vont être des référents qui vont souvent se lier à d'autres groupes que le groupe national qui, au XIXe ou XXe siècle, était le groupe essentiel, celui qui, presque par définition et sans réflexion, était celui auquel finalement on se rattachait. D'ailleurs, en l'acceptant ou en le rejetant, mais c'était malgré tout celui auquel on le rattachait. Au niveau de nos étudiants, si on regarde il y a 25, 30 ans ou même d'ailleurs 40 ou 50 ans, les référents que les étudiants pouvaient avoir étaient avant toute autre chose des référents nationaux. Donc on a perdu récemment Belmondo, c'est un référent national, et la question n'était pas tant de savoir s'il était reconnu à l'extérieur, dans un milieu européen, mais il était surtout et avant tout, essentiellement, un héros français. Aujourd'hui, quand on regarde les héros ou les référents de nos étudiants, eh bien, ce seront des héros ou des référents transnationaux, que ce soit au niveau des Américains, avec par exemple Marvel ou DC et tous les super-héros, ou que ce soit, par exemple, si on pense à Netflix, la série qui a du succès, c'est une série coréenne en ce moment, et il va y avoir à partir de ce moment-là la prise en considération que les référents dépassent, somme toute, cette identité nationale. Quand une identité disparaît, les gens ont malgré tout besoin d'un référent à un groupe et ont besoin d'une forme de structuration. Et cette forme de structuration et de recours au groupe, le religieux permet très aisément un accès qui est un accès direct, avec une autorité en plus qui est une autorité importante. On se souvient que les trois bases classiques de l'autorité, c'est donc l'histoire, la nature et le divin. Même si ces trois bases ont été disputées et sont encore évidemment profondément discutées, et cela depuis le XVIIIe siècle, enfin disons le XVIe, mais à partir du XVIe siècle jusqu'à notre époque, ça reste malgré tout des arguments qui sont des arguments forts. Et il va y avoir toute une partie de la population qui va finalement avoir ce besoin d'un recours à une forme d'autorité, et l'autorité du divin apparaît plus compétente, somme toute, pour répondre à leurs problèmes que toute autre chose. Donc on voit apparaître cet idéal-là. Il faut aussi ne pas oublier que même si certains d'entre nous n'ont pas un besoin particulier d'une aide, d'une action ou d'un soutien spirituel, le spirituel reste profondément ancré dans les besoins intrinsèques de la plupart des êtres humains. Et donc à partir de là, au travers d'une culture très libérale économiquement, qui a tendance à désacraliser beaucoup l'ensemble du monde, il est assez logique qu'un besoin d'un retour au spirituel se fasse également entendre, et d'ailleurs se perçoit au niveau international. Et quand on pose la question aux différentes populations qui retournent vers le religieux ou bien intensifient leurs pratiques religieuses, les anthropologues, les ethnologues, les sociologues qui vont leur poser des questions sont aujourd'hui dans l'ensemble principalement à dire finalement ce retour au religieux offre deux avantages: un lien spirituel plus fort qui jusqu'alors me manquait et n'était pas proposé par la société moderne et contemporaine, d'une part, et puis d'autre part, donc ça m'offre aussi une structure, un ordre qui correspond véritablement à ma société locale et qui répond à un besoin qui n'existe plus par rapport à un flux global qui a tendance à être effrayant. Alors, c'est une question effectivement que je trouve particulièrement difficile, et d'autant plus difficile si on ne peut pas céder en fait de cartes. Et je trouve d'ailleurs intéressant le travail qui a pu être fait autour de l'ouvrage, qui est justement d'essayer de proposer des cartes, même si après il y a toujours des difficultés à montrer qu'est-ce que c'est qu'un mouvement sur une carte qui par définition est statique. Le fait est que quand on regarde jusque dans les années 1950, essentiellement,
la religion s'appliquait à une population et finalement à une région de manière relativement uniforme. Ce qui permettait évidemment de discuter de présence de minorités, il y en a toujours eu, de présence finalement de se reconnaître dans un aspect religieux plus ou moins, ça également c'est un débat qui est un débat ancien, et puis en même temps après de questions de frontières, puisque bien évidemment il y a toujours eu des zones dans lesquelles les religions se rencontrent, soit s'allient, soit s'opposent, et la question est une question qui est également continue. Avec les mouvements de mondialisation, les choses deviennent beaucoup plus compliquées, puisqu'il va y avoir en fait deux grilles qui vont s'additionner. La grille ancienne avec finalement les aires religieuses telles qu'on peut les avoir à l'esprit encore aujourd'hui, et puis une deuxième grille qui est la grille des migrations. Et cette grille des migrations entraîne des transformations. Transformations parce que des populations qui font partie d'une autre religion se retrouvent sur un territoire qui au départ n'avait pas particulièrement ni d'atome crochu ni d'intérêt pour cette religion-là. Et puis d'un autre côté parce que tout simplement avec l'arrivée de ces nouvelles religions, quelles qu'elles soient, il y a des processus tout à fait logiques de conversion. D'un côté comme de l'autre, la religion minoritaire par rapport à la religion majoritaire, et réciproquement des gens qui font partie de la religion majoritaire qui se retrouvent mieux dans une religion minoritaire. Et là, on se retrouve avec une logique qui n'est plus une logique de continuité géographique, mais beaucoup plus une logique de réseau. Et on remarquera d'ailleurs que les religions prosélytes, qui sont le christianisme, l'islam et le bouddhisme, qui sont donc en tant que religion prosélyte beaucoup plus ancrée sur le réseau que la continuité géographique, s'en tirent mieux au niveau des grands groupes religieux, parce qu'elles vont avoir une structure suffisamment ancienne pour pouvoir faire vivre des communautés loin de la base historique ou démographique dont sont issues ces religions. Et on voit à partir de ce moment-là une forme de complexité géographique qui va se créer justement avec le fait que de nouvelles religions vont venir s'installer, souvent dans les villes, par rapport au reste du pays où les anciennes religions se maintiennent et somme toute après il va y avoir des oppositions et souvent d'ailleurs des tensions entre les règles qu'il faut suivre à la fois entre religions et puis évidemment aussi derrière les règles qu'il faut suivre entre la religion et le milieu politique, puisqu'il y a toujours un débat constant de savoir quelle règle doit primer. Est-ce que c'est la règle politique, entre guillemets, séculière, ou bien est-ce que c'est la règle religieuse? Et il y aura toujours une idée de savoir comment est-ce qu'on trouve un compromis qui soit acceptable pour l'ensemble de la population. C'est une question qui demande un développement, dans le sens où, dans un premier temps, on peut discuter de savoir si véritablement il y a des conflits religieux. Parce que, en règle générale, quand on se met à étudier la question religieuse et puis donc à l'adapter aux conflits qu'il peut y avoir, la plupart des analystes vont avoir tendance à estimer que la religion prend part au conflit, mais est-elle véritablement le cœur du conflit ? Si on prend un conflit européen classique, qui va être par exemple le conflit irlandais, l'idée est que, bon, c'est protestant contre catholique, mais est-ce un conflit religieux, puisque protestants et catholiques en fait ne se battent pas sur la réalité de la foi, la virginité de Marie, ou sur l'existence ou la non-existence des anges, non. Ils se battent beaucoup plus pour des questions qui sont politiques et économiques et de redistribution à la fois des territoires et puis de ce que peut être la prospérité nationale. Donc, est-ce qu'on fait apparaître le conflit nord-irlandais comme un conflit religieux ? Certains diront oui parce que c'est catholique et protestant, mais la majorité diront non, c'est un conflit avec effectivement un aspect religieux fondamental, mais cependant qui n'est pas un aspect premier.
Aujourd'hui, si on suit les analyses, surtout des Scandinaves sur le sujet, parce qu'ils se sont beaucoup intéressés au sujet, on estime qu'il y a 56% des conflits mondiaux qui ont un aspect religieux. Mais ce ne sont pas des conflits religieux, parce qu'on estime que dans ces 56%, donc plus de la moitié des conflits, on est bien d'accord, eh bien, il va malgré tout y avoir avant tout des questions qui restent politiques et économiques, qui sont les deux premiers prismes sous lesquels il est intéressant d'étudier le conflit. Et en fait, si on réussit à répondre à une question économique et politique, souvent la question religieuse s'apaisera presque naturellement. Bon, néanmoins, on peut trouver quand même sur l'ensemble de la planète des endroits où effectivement il y a des endroits de forte tension. On citera bien évidemment le Moyen-Orient, c'est devenu une ancienne de la science politique ou de la géopolitique quand il s'agit effectivement de parler de questions religieuses. Et on remarquera aussi il y a un questionnement à la fois en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est d'ailleurs, mais également dans le monde asiatique, avec particulièrement aujourd'hui la question des Rohingyas qui va être soulignée au Myanmar et en même temps derrière les vastes mouvements de population qui entraînent certains déséquilibres régionaux. On remarquera aussi, parce qu'on a tendance, c'est loin, à pas forcément y penser, qu'il y a aussi des tensions religieuses qui sont fortes, de l'Indonésie aux Philippines, dans toute la région autour des mers de Chine du Sud, et qui entraînent aussi une forme importante d'attention. Quand on regarde la question sectaire, c'est toujours la difficulté de savoir que va être une secte et puis que va être ce que va être comment définir une religion. Régulièrement, on va parler de secte, on voit la racine, donc sectum, la séparation. On va parler de secte quand il y a séparation avec la société commune, et la secte, somme toute, devient religion quand elle s'adapte et est acceptée par l'ensemble de la communauté dans laquelle certains ont choisi de suivre une forme particulière de spiritualité. Pour la question sectaire, on va souvent se focaliser sur deux formes de sectes, extra et inframondaines, c'est-à-dire les gens qui sont d'accord que leur secte a sa place dans le monde, et les gens qui, au contraire, ont tendance à couper la secte du reste du monde. Pour les sectes inframondaines, le plus souvent, donc celles qui se coupent du monde, le fait est que le plus souvent, vous allez avoir un cadre dans lequel la personnalité charismatique du meneur, du chef spirituel, du guide, est fondamentale, et régulièrement ce genre de secte-là ne survit pas à la mort du guide charismatique. Pour les autres, quand elles s'insèrent dans la société, elles peuvent tout à fait prendre corps dans la société et certes être moins importantes que les peut-être 7 grandes religions majoritaires auxquelles tout le monde pense, donc religion abrahamique en tête, mais et elles trouveront leur place et elles se poursuivront et elles font partie finalement d'une création spirituelle qui est relativement continue et qui est importante. C'est autre chose quand on parle des religions qui sont dites traditionnelles. Alors certains disent que c'est des religions premières, certains disent qu'il s'agit de spiritualité, d'autres parlent encore de religions qui vont être les religions polythéistes ou animistes. Bon, c'est un ensemble de facteurs où, avec régularité, il va y avoir aussi souvent un rejet de part des grands groupes religieux majoritaires. Quand on regarde christianisme, islam ou judaïsme, il y a un rejet évident des religions polythéistes et ou animistes. Et ces religions vont être le plus souvent décrites par les groupes religieux majoritaires comme des superstitions. Dans la réalité, on peut voir que ces religions restent dans certains endroits extrêmement importantes, qu'elles sont structurées de manière tout aussi forte et de manière tout aussi, disons, profonde et intéressante que les religions classiques, entre guillemets, ou celles qu'on pourra considérer comme majoritaires, et qu'elles vont avoir un impact sur le mode de vie.
Alors ça dépend dans quelle partie du monde on se trouve, mais si on se concentre un instant sur l'Asie, que ce soit l'Asie orientale ou l'Asie du Sud-Est, on remarquera que les religions asiatiques ont tendance à être donc syncrétiques, c'est-à-dire à accepter beaucoup plus facilement le mélange que les religions abrahamiques, christianisme, judaïsme, islam, qui elles sont jalouses, donc, et qui ne souhaiteront pas, somme toute, une ouverture, un partage, un mélange. Donc dans ces syncrétismes asiatiques, il y a la plupart du temps à la fois un grand groupe religieux donc, que l'on connaît, l'hindouisme par exemple, ou le bouddhisme, ou taoïsme, confucianisme ou autre, et parallèlement il va y avoir un mélange avec la religion locale. Donc on verra que si on prend le Vietnam, ou si on prend le Japon, ou si on prend la Chine ou l'Asie du Sud-Est, il va y avoir le plus souvent un mélange et une forme d'adaptation de la religion traditionnelle au cadre de vie de chacun des croyants. Et on peut penser que ces religions, pour certaines, sont amenées à disparaître, en particulier en Europe, mais que dans le reste du monde, le risque est grand et important que non seulement elles se maintiennent, mais même d'ailleurs qu'elles évoluent et puis qu'elles continuent finalement de prospérer à un niveau plutôt local qu'à un niveau transnational.